Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. C'est l'heure de 64 débats. Une nouvelle ère politique s'ouvre en Hongrie. Le Premier ministre Viktor Orban a perdu les élections après 16 ans au pouvoir. Mais que change réellement la victoire du conservateur pro-européen Peter Magyar sur la scène internationale, mais aussi intérieure? Nous allons voir notamment en politique étrangère ce qu'il en est s'agissant du conflit russo-ukrainien. Avec nous pour en parler, Jean-Dominique Giuliani, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu, vous êtes le président de la Fondation Robert Schuman. Beaucoup de réactions en Europe, évidemment. Amélie Poinceau, bonsoir, bienvenue. Vous êtes journaliste chargé de l'Europe pour Mediapart en France et en direct de Lviv en Ukraine. Le journaliste Sébastien Gobert, bonsoir, merci d'être avec nous. Et on a aperçu en image subliminale votre livre que j'ai omis de présenter, Dans la tête de Viktor Orban, c'est aux éditions Actes Sud. Ma première question, elle va être pour vous à Lviv, mais d'abord, on va écouter Peter Magyar. C'est le chef du parti conservateur pro-européen TIJA, vainqueur de ces législatives. Écoutez. La Hongrie sera de nouveau un allié solide au sein de l'Union européenne et de l'OTAN. La Hongrie sera de nouveau un allié solide au sein de l'Union européenne et de l'OTAN. Je vous le redis parce que c'était très court. Sébastien Gobert, en direct de Lviv. Comment la défaite de Viktor Orban est-elle accueillie chez vous en Ukraine ? C'est indéniablement un soulagement, tant les relations avec la Hongrie de Viktor Orban s'étaient tendues, en particulier ces dernières semaines, que ce soit concernant des approvisionnements énergétiques ou le blocage d'un prêt de 90 milliards d'euros. Et donc, à Kiev, en fait, et en Ukraine, on part du principe que Peter Magyar n'a pas forcément besoin d'être un grand ami de l'Ukraine, mais que de toutes les manières, eh bien, son mandat ne peut pas être pire que celui de Viktor Orban. Et pour l'instant, eh bien, ça a l'air parti pour, étant donné que dans sa première conférence de presse aujourd'hui, Peter Magyar a d'ores et déjà dit qu'il n'allait pas bloquer le prêt de 90 milliards d'euros par l'Union européenne, mais que la Hongrie n'allait pas faire partie, enfin en tout cas soutenir financièrement ce prêt, que la Hongrie allait continuer à acheter du pétrole et potentiellement du gaz, si jamais c'était possible, mais ça ne l'est pas, de la Russie, mais qu'elle allait aussi chercher à diversifier ses approvisionnements. Peter Magyar a aussi fait un commentaire sur l'intégrité territoriale de l'Ukraine, en affirmant que finalement, personne ne pouvait dire aux Ukrainiens quelle partie de leur territoire ils devaient concéder pour obtenir la paix, si jamais, et ainsi de suite. Et donc, les premières déclarations de Peter Magyar, eh bien, ici, ça nous donne une espèce de bouffée d'air, étant donné que la Hongrie de Viktor Orban avait vraiment un rôle particulièrement toxique dans le cadre de l'assistance européenne à l'Ukraine. Restez avec nous, Sébastien Gobert. Jean-Dominique Giuliani, une victoire pour l'Union européenne, précisément s'agissant de ce conflit russo-ukrainien ? Oui, et pas uniquement, parce que, si vous voulez, quand on est dans l'Union européenne, on a des traités, on y est volontairement, la Hongrie est entrée volontairement, et au fil du temps, finalement, Viktor Orban a privilégié la provocation, a systématiquement pris des biais contraires aux engagements qu'il avait pris. Par exemple, sur ce prêt à l'Ukraine, il s'est engagé avec ses collègues chefs d'État, et puis dans la campagne électorale, il a trouvé un critère pour exciter sur des critères populistes et des slogans populistes pour exciter la population, une population hongroise qui a toujours un problème avec l'Ukraine. Il y a une minorité hongroise en Transcarpathie. Donc, ce sont comme toute l'Europe centrale, il y a aux frontières, spécialement en Hongrie, des problèmes récurrents qu'il ne faut pas réveiller systématiquement, ce qu'il a fait. Et ça, c'est fini alors ? Et je pense que ça, c'est terminé. Parce que Peter Magyar, qui est député européen, sait comment fonctionne l'Union européenne et sait qu'on a un devoir de loyauté. On peut avoir des problèmes. D'ailleurs, l'Union européenne a autorisé la Hongrie à continuer à utiliser du pétrole russe. Donc on peut régler les problèmes. De là à aller voir Poutine 4 fois, comme l'a fait Orban, ou bien accueillir, ou bien plaider, comment dirais-je, l'idéologie MAGA avec Trump et Vance. Mais Cableton rentre à l'Amérique sa grandeur. Ouais, il y avait un axe, effectivement, Washington-Budapest, presque, on pourrait dire. Amélie Poinceau, tiens, avant que je vous pose la question que j'avais prévue, qu'est-ce qu'il dit ? Puisque vous avez écrit dans la tête de Viktor Orban, alors il a réagi en acceptant bien entendu le verdict des urnes, démocratiquement, mais
il est comment, il est vraiment, pour lui, il est abasourdi ou il s'y attendait? Alors, bon, on le sait, les sondages ne font pas l'élection, mais de fait, les sondages donnaient quand même une avance importante à Peter Maillard. Moi, je me méfiais évidemment jusqu'à dimanche soir de ces sondages, mais de fait, la différence, elle est magistrale, elle est sans appel, en fait. Il y a 15 points d'écart entre les deux. Donc, il n'a pu que reconnaître sa défaite. Faut quand même souligner que Viktor Orban est un homme encore jeune, il a 62 ans, c'était l'un des plus jeunes dirigeants au sein de l'Union européenne, et c'est un véritable animal politique. Il n'a pas dit son dernier mot. Il est déjà revenu d'une cuisante défaite puisqu'il avait effectué un premier mandat entre 1998 et 2002. Ensuite, il avait été défait dans les urnes et il est revenu ensuite en 2010 pour enchaîner les mandats. Et il continue la politique. Il dit je serai dans l'opposition. Donc, voilà. Donc, faut s'attendre à ce que voilà, ils disent pas complètement au revoir à la politique. Et par ailleurs, mais ça, on va peut-être le développer. Mais tout le système qu'il a mis en place fait qu'il a des hommes et des femmes un peu partout à la tête des institutions clés du pays. Et rappelons que donc ça va prendre du temps avant d'être démantelé et réformé. Si ça l'est d'ailleurs, parce que celui qui arrive au pouvoir a quitté le Fidesz il y a seulement 2 ans, c'était en 2024. Justement, Peter Magyar, on parlait de l'Ukraine, pour y revenir. Il a déjà dit, alors ça, Sébastien Gobert, je le ferai réagir, mais il a déjà dit qu'il est exclu d'admettre dans l'Union européenne un pays en guerre. Oui. C'est déjà un petit peu mettre de l'eau dans son vin. Oui, ça a été dit pendant la campagne électorale. Peter Magyar ne se distinguait pas tant que ça de Viktor Orban sur le sujet ukrainien jusqu'aux déclarations qu'il a fait aujourd'hui. En réalité, il a mis ce sujet même en sourdine pendant la campagne, ne voulant pas s'exposer sur ce point qui pouvait potentiellement lui jouer des tours. Et il a mené sa campagne sur les enjeux intérieurs, sur les enjeux économiques de la Hongrie, puisque de fait, il y a une inflation très importante en Hongrie. L'électorat est très lassé du système Orban aussi pour des raisons économiques et sociales. Et c'est là-dessus que Peter Magyar, en fait, a axé sa campagne sur des choses beaucoup plus concrètes, finalement, pour les Hongrois. Et la réaction de la Russie, quelle est-elle? Écoutez plutôt Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin. La Hongrie a fait son choix. Nous respectons ce choix. Nous espérons prolonger nos relations pragmatiques avec les nouveaux dirigeants hongrois. Nous avons pris note d'une déclaration concernant la volonté d'engager le dialogue. Cela sera bien sûr utile tant pour Moscou que pour Budapest. Eh bien, c'est une décision qui sera prise à Bruxelles. Nous estimons que toute action visant à alimenter les aspirations pro-militaires du régime de Kiev ne contribue pas à la recherche d'un règlement pacifique. Et on retourne en Ukraine, à Lviv, dans l'ouest du pays. Sébastien Gobert, alors est-ce que c'est un coup dur vraiment pour la Russie? Et si oui, que perd Moscou avant la fin de l'ère Orban? On vient de dire que pour l'instant, voilà, il est exclu d'admettre dans l'Union européenne un pays en guerre, dixit Peter Magyar. Oui, et Peter Magyar s'est aussi exprimé sur le processus d'adhésion. Il a envoyé là un message très positif puisqu'il a sous-entendu qu'il n'allait pas s'opposer à l'ouverture des négociations d'adhésion et donc l'ouverture de ces chapitres d'adhésion de manière très concrète. Et ça, c'est quelque chose que Viktor Orban avait bloqué systématiquement depuis déjà plus d'1 an. Et donc, à partir de là, Peter Magyar a d'ores et déjà dit que donc il ne s'opposerait pas à ce processus d'adhésion, mais que il s'opposerait par contre à une procédure d'adhésion accélérée et que, eh bien, le moment venu, il faudrait se prononcer par référendum, mais que de toutes les manières, ce ne serait pas dans un futur très proche. Et donc là encore, on retrouve ce ton un peu mi-figue, mi-raisin par rapport à l'Ukraine. Peter Magyar ne va pas être un grand ami de l'Ukraine, mais par contre, il va vraiment faire lever le blocage systématique. Il va faire cesser ce blocage systématique de la Hongrie. Et c'est en cela, donc, pour répondre à votre question, que le Kremlin perd un allié stratégique et un allié clé au sein de l'Union européenne. On parlait de la Hongrie comme d'un cheval de Troie du Kremlin en Union européenne, et puis évidemment vis-à-vis de la mouvance MAGA et vis-à-vis de Donald Trump, c'est aussi vrai. Et donc, c'est ça que perd maintenant le Kremlin. Après, il faut voir que il reste quand même un certain nombre d'atouts au Kremlin au sein de l'Union européenne. On est maintenant en 5e année de guerre et que ce soit en Ukraine ou au sein de l'Union européenne, on sent une grande lassitude. On sent aussi une certaine indécision par rapport au niveau d'assistance que l'on veut apporter à l'Ukraine. Et ça, c'est quelque chose sur lequel, par exemple, le dirigeant slovaque, le Premier ministre slovaque, Robert Fico, peut tout à fait jouer
pour continuer à entraver l'assistance européenne à l'Ukraine. Voilà pour ce dossier russo-ukrainien. Dans un instant, je vous donne la parole, Jean-Dominique Giuliani. Écoutez ce que dit le chancelier allemand Friedrich Merz sur ces résultats en Hongrie. Pour lui, ça dépasse largement les frontières hongroises. Écoutez. Le populisme de droite a subi hier une lourde défaite en Hongrie. Et cela a des répercussions bien au-delà des frontières du pays. La Hongrie envoie ainsi un message très clair contre le populisme de droite du monde entier. En ce sens, hier a été une bonne journée. Friedrich Merz, il a raison ou il s'emballe un peu? Il sait de quoi il parle, n'est-ce pas? Avec l'AfD qui ne cesse de progresser dans son pays et qui se réclame ou de Poutine ou parfois des Américains. Donc c'est exactement le cas. Orban, c'était devenu le chef de file un peu. En France, Marine Le Pen allait lui rendre visite, notamment. Voilà, et donc c'est vraiment une belle leçon envoyée à Poutine, bien plus que qu'on le voit à Lviv ou à Kiev, et envoyée aussi à Trump. Je rappelle que le vice-président américain était là 3 jours avant le scrutin, quand même, pour soutenir officiellement dans un grand meeting Orban. Mais en Europe, ça ne va pas forcément mettre un coup de frein au populisme de droite et d'extrême droite. Eh bien, moi, je crois que oui, parce que ça montre qu'il n'y a pas de voix en Europe crédible pour ceux qui jouent en permanence les traîtres. Oui. N'est-ce pas? Dans la campagne électorale, on a vu que l'administration Orban donnait les documents du Conseil européen à Lavrov et à Poutine. Donc ça, c'est inadmissible. Et donc, une suspicion pèse sur l'AfD, sur les populistes français. Sur leur loyauté à leur pays. Sur leur loyauté à leur pays. Et comment dire, en plus, jamais les sondages auprès des citoyens n'ont été aussi favorables à l'Union européenne, comme on vient de le voir en Hongrie, avec une petite différence pour la France, où on est vraiment en queue de peloton. Mais Peter Magyar n'est-il pas lui aussi un populiste? Encore une fois, en 2024, il est au Fidesz. Si je peux me permettre, je corrige un peu. Il faut arrêter de dire que c'est un conservateur, etc. On sait d'où il vient. Mais attendez de voir, il a été élu manifestement dans un mouvement de jeunes, un mouvement de renouveau, et il a envie manifestement de changer de régime. Est-ce qu'il a envie? Il a envie, en tout cas, il le déclare. Maintenant, effectivement, je pense qu'il va falloir attendre de voir concrètement ce qu'il va faire. Il a une majorité extrêmement confortable, cette fameuse majorité des 2/3 qui était nécessaire pour pouvoir réformer la Constitution qui avait été précisément mise à mal par Orban dès son retour au pouvoir en 2010. Ça a été son but, avec toutes les réformes qui ont remis en cause l'indépendance de la justice, des médias, etc. Mais on va l'écouter. Amélie Poinçon, ça fait quoi ce que vous dites? On l'écoute, le futur Premier ministre. On peut l'appeler ainsi, futur Premier ministre. Écoutez. Avec une majorité constitutionnelle des 2/3, nous rétablirons le système des freins et contrepoids, nous rejoindrons le parquet européen et nous garantirons le fonctionnement démocratique de notre pays. Nous ne permettrons plus jamais à quiconque d'asservir ou de trahir la Hongrie libre. Amélie Poinçon. Oui, je pense que là où il faut être prudent quand même et attendre de voir comment il va agir, c'est qu'il y a quand même une force politique qui a disparu là du Parlement hongrois, c'est la gauche. Donc on est arrivé dans un paysage extrêmement polarisé. Et la gauche qui pourtant existe en Hongrie, les écolos, les socialistes, la gauche, etc. Il y a différentes mouvances. Par exemple, gouverne la ville de Budapest depuis déjà un certain temps. Dans les grandes villes, l'électorat de gauche existe. Et c'est dans les campagnes, en fait, que là, ça a basculé en faveur de Peter Magyar. Mais est-ce que Peter Magyar va vraiment tenir compte des gens qui l'ont élu? Il l'a promis. Il a promis qu'il tiendrait compte de toutes les mouvances qui l'ont élu, parce que de fait, il a eu avec lui tout l'électorat. Et l'oligarchie, c'est fini? Est-ce que ça va tenir? C'est ce que vous disiez, je ne suis pas la boule de cristal, on va bien voir. Et puis, il y a aussi un autre élément très important de la société hongroise qui a été piétiné par ce système Orban depuis 16 ans, ce sont les ONG, les associations, les corps intermédiaires. La société civile. La société civile, précisément, et aussi les universités, le milieu artistique, etc. Et ces gens-là ont voté pour Peter Magyar. Ils ont voté effectivement pour un conservateur qui n'est pas forcément complètement en phase avec leurs idées, mais parce que c'était
le seul capable, en tout cas en 2026, de faire tomber effectivement, il n'y a pas Orban. que la géopolitique et les conflits, même si c'est important, il y a aussi le sort des citoyens hongrois. Merci beaucoup, le temps file, Amélie Poinceau, pour votre éclairage. Merci à vous, Jean-Dominique Giuliani, et merci également à Sébastien Gobert, journaliste basé depuis 2011, il me semble, Sébastien, si je ne dis pas de bêtises, en Ukraine. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous ce soir et de nous avoir donné des clés de réflexion sur la Hongrie. On y reviendra évidemment dans nos prochains journaux.